propose qu'on passe à la question de conversation, que vous allez nous rejoindre sur l'estrade, dans s'installer là. J'espère qu'on va aller vite pour en merci. Et surtout, je ne sais pas si je n'ai pas pensé pour faire tourner le micro dans la salle. Il y a deux micros pour le. Il y a deux micros qui circulent apparemment. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez lever la main si vous êtes dans la salle, n'hésitez pas à dire qui vous êtes et qui vous prenez la parole. Et je vais voir aussi pour relayer les questions qui arrivent pour les personnes qui nous suivent à distance. Et donc, salut de nouveau. Vous levez la main. Oh, mais regarde. On essaie de voir alors, monsieur, voilà, je laisse à la fois de biais cognitifs, mais aussi qui peuvent conforter des pratiques. Je sais pas s'il y a un ennemi, en fait, si j'ose dire, ou si l'ennemi, il est en nous aussi.
tout simplement, parce que c'est compliqué de faire évoluer des pratiques quand on sait qu'il y a des changements culturels fondamentalement engageants à mener et que ça vient toucher en fait des choses qui sont ancrées dans le quotidien. L'image que j'aime bien donner, parce que on parlait tout à l'heure, c'est que on a tout un ensemble de chiffres, tout un ensemble d'études depuis 40 ans, que le GIEC existe notamment, puis ensuite depuis la création de tout un ensemble d'agences qui font des études remarquables, comme l'ADEME, comme ce baromètre, des travaux de recherche qui là aussi font émerger plein de choses. Donc on connaît les chiffres, on connaît les études, donc on sait tout ce qu'il faudrait faire, mais on le fait difficilement ou trop lentement, etc. Moi, j'aime bien prendre l'analogie je prends toujours le même exemple, je suis désolé, mais l'analogie de l'addiction à la cigarette. J'ai été fumeur, par exemple. En fait, quand on fume, on sait que c'est pas bien. On a tous les chiffres. Votre médecin il va vous dire, vous avez autant de risques d'avoir un cancer du poumon, de la langue, de ce que vous voulez. C'est pas bien, vous devriez arrêter. Oui, c'est vrai, c'est pas bien, je devrais arrêter, mais je le fais pas. Ce qui fait, alors à l'échelle d'un individu, bien sûr, hein, donc faut comparer ce qui est comparable. Et ce qui fait changer en général, quand on a raté quelque chose comme ça, une addiction, c'est une expérience de vie, une naissance, un décès, une rencontre amoureuse, etc. Et alors, il y a pas mal de travaux là-dessus qui montrent que, en fait, la dimension expérientielle, le fait d'aller vivre des choses un petit peu différentes, peut être, alors c'est pas le moteur, mais peut être en tout cas, peut-être une manière de s'initier à des comportements un petit peu différents, à se sensibiliser. On a autour de nous aussi, je pense ici, toutes et tous des gens qui, au début, disaient c'est n'importe quoi, puis en fait, petit à petit, vont, voilà, vivre des choses qui vont les faire un petit peu bouger, évoluer dans un sens ou dans l'autre aussi, hein, hélas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la dimension expérientielle, peut être un axe pour engager justement un petit peu au-delà des convaincus, et que c'est pas simplement une affaire de chiffres ou une affaire de rationalité, mais hélas, c'est pour ça que c'est compliqué, une affaire d'émotion, d'affect aussi, enfin d'expérience, et bah, ça rend les choses très humaines et donc forcément très complexes aussi, hein, d'une certaine manière. Nice. Oui, je voulais revenir sur cette morosité, enfin le fait qu'il y a ce climato-scepticisme. Alors déjà rappeler que c'est une minorité, que la majorité elle est quand même convaincue qu'il y a un changement climatique et qu'il est de cause anthropique. Et effectivement, je rejoins ce qui vient d'Adi dans le sens où faut peut-être pas aller essayer de convaincre les plus réfractaires, les plus résistants, les plus opposés. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de potentiel avec des gens qui sont déjà sensibilisés mais qui savent pas comment s'y prendre, qui savent pas par où commencer. Voilà, il y a ce décalage entre l'intention à l'action qui est voilà, où il y a un trou énorme qui se passe là, et donc il y a déjà un gros potentiel là avec beaucoup d'actions à mener avant d'aller s'attaquer au plus compliqué. Et je voulais dire aussi que aujourd'hui il y a des clivages très forts, mais qui sont avant tout des clivages idéologiques. Mais c'est pas pour ça que les gens sont contre l'idée de fond. C'est ce que t'essayais d'expliquer, je pense. Et on voit, il y a une étude de Parlons Climat, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais qui montrait justement que sur les climato-sceptiques, qui montrait que c'était pas contre les mesures de politique publique, etc. Et donc, on a vu que le sujet, le terme écologie fait peur, c'est quelque chose de clivant, etc. Donc, il y a peut-être d'autres entrées qu'il faut prendre. On l'a vu ce matin, je pense qu'il y a d'autres enjeux, des bénéfices, que ce soit économiques, la santé, le bien-être, la qualité de vie, etc. On peut rentrer l'insertion, on peut rentrer par plein d'autres portes pour aller vers des objectifs communs qui sont pas forcément l'écologie, mais qui vont aller dans le même sens. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut orienter. Et là, j'ai oublié d'en parler ce matin, je crois, mais dans l'adhésion aux mesures de politique publique, on voit en fait dans les mesures de sobriété là que je présentais, une des raisons qui peut expliquer cette forte adhésion, c'est aussi que les gens y voient plus de bénéfices d'impacts positifs que négatifs. Que ce soit des impacts sur la santé, sur leur pouvoir d'achat, sur l'économie de la France, sur leur qualité de vie, etc. Et donc, à partir du moment où on y voit des bénéfices, on y adhère forcément plus facilement. Donc, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Tiffany, ouais, juste pour compléter aussi. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de rendre plus intuitive l'information, mais c'est pas l'enjeu le plus fort, parce que c'est pas une question de déficit d'information. Je pense pas que les gens ils ont l'information, et s'ils veulent vraiment savoir ce qu'il en est du changement climatique, ils ont accès à cette information-là. En revanche, effectivement,
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adoptent déjà des pratiques écologiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui seraient d'accord de fait de changer leurs pratiques. Évidemment, ça a un coût. Il y a certaines pratiques qui ont plus de coûts que d'autres, mais globalement, je pense que la plupart des gens sont d'accord avec cette nécessité d'évoluer dans leurs pratiques. En revanche, le point le plus important, c'est ni plus d'informations, ni convaincre les gens qui sont réfractaires. C'est plus effectivement désamorcer en fait tous les enjeux qui sont à côté. Et plus on désamorcera, mais ça on peut le faire vraiment à toutes les échelles, vraiment à chacun soit dans la manière dont on discute de ces sujets, on peut les faire. Et par ailleurs, effectivement, refaire le lien avec des choses dont on a parlé, la territorialité, la convivialité, enfin tous ces enjeux. Plus ça va augmenter et les enjeux idéologiques vont baisser. Plus petit à petit on arrivera à s'en sortir. Oui, on va prendre une question de la salle maintenant. Je repensais aux études de Parlons Climat qui ont été évoquées à plusieurs reprises, mais c'est vrai que dans leur étude, ils discernent les climato-sceptiques durs et les climato-sceptiques mous, en effet, en expliquant les nuances et les effets de posture et en effet, l'approche territoriale. Aujourd'hui, il y a des enjeux communs qu'on retrouve comme l'attachement au paysage, qui, quels que soient les avis politiques, même les opinions, sont plutôt rassembleurs. Marie, du coup. Alors, je crois que le micro, j'ai cru comprendre qu'il fallait pas bouger. Donc, là, ça marche. Je vais vous retranscrire quelques commentaires qu'on a eus dans le chat. Donc, c'était des commentaires qui ont été postés pendant l'intervention d'Albin Wagner, donc la troisième intervention. Donc, un premier commentaire du Grand Dax, qui demande des clarifications concernant la matière première analysée dans les travaux de recherche. Quel type de texte ont fait partie du corpus? Je vais vous lire les trois d'affilée parce que je pense que il y aura peut-être des éléments communs dans les réponses. Donc, une autre question de Michel Tessier qui demande quelle est la différence de données étudiées entre le tableau des thématiques placé à gauche de l'écran et le tableau de droite. Et puis Vanessa Weck qui regrette qu'il n'y ait pas de présentation des modalités de production des récits qui sont comparés. Le cadre et la technique de production des récits ne jouent-ils pas sur le thème et leur contenu? Alors, sans vouloir me dérober, parce qu'en fait tout est dans le livrable, donc je pense que le plus simple c'est encore d'aller le lire sincèrement sur la librairie de l'ADEME. Alors sur ce que je peux dire sur la constitution du corpus. D'abord pour identifier les initiatives, donc ce qui a été fait c'est d'aller regarder dans les bases de données en fait publiques, donc notamment du côté de l'ADEME, du côté des différentes agences de développement régionales, du côté aussi de la carto ESS, du côté de France Tiers-Lieux, enfin tout un ensemble en fait de cartographies qui permettent de recouper quels sont les acteurs qui sont les plus produisants en termes justement de récits. Premier élément. Ensuite, sur les types de textes. Comme je le disais, alors je pense que peut-être que j'ai pas été assez clair, mais il y a eu trois types de textes qui ont été vraiment étudiés. Le premier, c'est les textes produits par les initiatives elles-mêmes, d'accord, brochures, sites internet, communication, rapports d'activité aussi évidemment. Donc, tout ça évidemment a été concaténé. Deuxième type de texte, c'est textes produits par les partenaires de ces initiatives, partenaires financeurs, partenaires clients ou fournisseurs, partenaires associatifs, etc., etc., à leur propos, pour présenter un peu ce qu'ils faisaient. Et troisième type de texte, donc des articles de presse, donc de presse quotidienne, régionale, presse nationale, etc. Et donc, tout ça a permis de collecter un ensemble, un corpus qui est assez gros, qui est en libre accès d'ailleurs maintenant, donc qui peut être aussi réétudié pour celles et ceux qui le souhaiteraient, qui a été mis en libre accès sur la base de données Ortholang, qui rassemble tout un ensemble de corpus en libre accès de chercheurs en linguistique. Donc ORTOLANG, Ortholang, vous pouvez le retrouver. Par rapport aux deux schémas, donc de tête là, donc le premier schéma, donc celui de gauche, c'était l'ensemble des mots-clés et des différentes thématiques narratives. Le schéma de droite, c'était les métadonnées. C'est-à-dire, en fait, par rapport au type de métier, par rapport à l'année de création, par rapport à la région, au département, de voir s'il y a des surreprésentations de certaines thématiques dans certaines de ces métadonnées-là.
ce qui m'a permis de faire le commentaire sur la région Bretagne et la convivialité. Voilà. Mais je voulais, enfin, pour rester accessible, je voulais pas prendre trop de temps sur la dimension purement corpus lexicométrie, parce que là, c'est un autre type de conférence et d'intervention, forcément passionnant pour moi, mais peut-être un peu moins. Voilà, je me suis focalisé beaucoup plus sur les résultats, sachant que encore une fois, là aussi pour être assez clair. Ces initiatives, et c'est pour rebondir aussi sur la question d'avant, mais ces initiatives, en fait, on montre qu'elles sont finalement assez diverses socialement aussi. Et ça, c'est important parce que il faut pas oublier que quand on parle de la manière dont on peut faire transition, on a toutes et tous des places socialement très diverses. Et il y a des populations plus éloignées de ces questions aussi de transition environnementale parce que déjà, leur premier réflexe, c'est de survivre à la semaine. Enfin, donc voilà, c'est aussi d'où on parle et ne pas rester effectivement dans une sphère, mais ça, on est tous convaincus de ça, mais de personnes déjà convaincues, et être vraiment aussi sensible à ces questions de différences sociales et économiques qui n'aident pas nécessairement toujours non plus d'ailleurs la capacité à s'engager dans une transition juste, quoi. On retrouve la question de la justice sociale. Ce que je propose, c'est que je vais descendre et je vais amener le micro. Comme ça sera plus simple. Oui, mais pour animer, enfin, ça va vous faire des allers-retours. Donc, je vais me déplacer vers les personnes qui veulent poser des questions. J'irai voir Marie après pour les questions de Internet. Alors, bah voilà, je vais passer. Ah, on a déjà eu un homme tout à l'heure. Je vais passer une femme. Hop. Elsa Barillon, je suis chargée de mission prospective à la métropole de Bordeaux. Donc j'ai pas du tout vocation à travailler sur tous les sujets, mais on est quand même très transverse. Et donc une question que nous on se pose, c'est de savoir si on doit communiquer sur des récits plutôt narratifs vers du futur, donc on se projette, ou aussi essayer de montrer des récits d'expériences qui sont déjà éprouvées en fait. Et donc par rapport à tous les récits que vous avez pu brasser, qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon vous? Puisqu'on se rend compte que finalement, souvent on réinvente des nouvelles choses qui ont déjà été créées et qui sont en fait existantes depuis très longtemps. Donc quel est le contenu du récit qui selon vous est le plus impactant pour traiter du changement climatique? Je vais pas monopoliser la parole parce que là je prends beaucoup le micro, donc et que ça parle de récit. Alors, moi j'ai donné des enseignements sur cette étude-là, donc il n'y a pas une recette, mais en revanche, il y a en tout cas 3 piliers qui fonctionnent à chaque fois. Ça c'est clair. Sur la ville de Bordeaux, alors ce sera intéressant d'échanger parce qu'il y a évidemment un focus bordelais qu'on peut faire avec ces données-là. Regardez ce qui fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que, alors là c'est aussi mon avis de chercheur, mais il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, je trouve, sur les mises en récit qui sont beaucoup sur l'imaginaire, les futurs désirables, les utopies réalistes, etc. Du très loin, du très impalpable en réalité, à mon sens en tout cas, alors que effectivement, comme je le disais, mais ça c'est un avis, ça se débat largement, encore heureux, à mon avis, la question de l'expérience immédiate, elle est pas anodine. C'est très joli de se dire, bah tiens, on peut dessiner tel futur à horizon 2100 ou 2050, mais là maintenant tout de suite, moi, dans mon quartier, j'ai tel problème, et comment on y répond, quoi. Donc, c'est un équilibre difficile de donner envie pour écrire une société désirable et dans le même temps se dire que pour arriver là, il faut bien partir de quelque part. Et là, c'est peut-être mon côté prof, enseignant, pédagogue, mais je pense toujours qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont et pas là où on aimerait qu'ils soient, qu'ils arrivent. C'est toute la difficulté dans la transition. C'est qu'il faut aller prendre chaque personne, chaque individu, chaque communauté, chaque collectif là où il en est. Et petit à petit, comment est-ce qu'on chemine ensemble, comment est-ce qu'on se promène pour arriver à un horizon qui soit juste. Alors c'est toujours trop lent par rapport aux enjeux, bien sûr, mais à mon avis, il y a cette dimension profondément humaine à incarner. Mais un récit qui est dématérialisé, entre guillemets, par rapport à des conditions concrètes, pour moi, ça a du mal à fonctionner. Et d'ailleurs, quand on parle de récit, là, sur cette étude-là, c'est des choses très concrètes, très palpables, souvent qui sont portées. C'est vraiment, on n'est pas en train d'écrire une belle histoire. C'est vraiment, on raconte le quotidien, quoi. Donc, je pense que ça permet aussi le quotidien est une source de narration et d'engagement insoupçonné. Donc, voilà. Ça répond bien, mais. Tiffany, Anaïs, vous voulez ajouter quelque chose sur cette histoire de récit? Moi, journalistiquement, je me posais la question des narratifs dominants qui ont aussi été critiqués en disant il y a eu une version de l'écologie imposée par les institutions gouvernementales, la fable du colibri quand elle s'attaquait, enfin il y a eu une remise en cause. On parlait tout à l'heure de la théorie du pivot majoritaire. Enfin,
il y a aussi cette réflexion plus globale sur les émetteurs et les émettrices et ce qui arrive à s'imposer ou à mettre en mouvement. Moi, ça m'évoque ça. Question. Ici. Vous bagarrez pas. Ludovic Arga, Société Orange, conseiller climat pour eux, et puis je suis aussi bénévole du Shift, donc ça arrive de, voilà. Grosso modo, on regarde 6h30 par jour un écran sur lequel on mange à longueur de journée. Mon rêve qui est d'aller manger un burger en faisant du ski à Dubaï. Donc quelques initiatives de récit, c'est bien, mais bon, c'est peanuts par rapport à ce qui est l'ambiance dans laquelle on est, dans laquelle on est plongé, etc., qui est je veux toujours consommer plus. Et donc la question que j'ai, c'est être dans un narratif permanent de surconsommation, pas forcément très favorable, et en même temps une polarisation, parce qu'on a des injonctions climatiques de sobriété. Est-ce que ça, en été, ces deux injonctions qui sont particulièrement contradictoires, nous amènent pas justement à une polarisation? Et comment on peut arriver à avoir le cliquet entre cette injonction d'aller manger les burgers à Dubaï, c'est pas forcément désirable, versus aller vers quelque chose de plus sobre. C'est pour changer des récits un petit peu. Tiffany, je vous Oui, effectivement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les changements, ils vont être beaucoup plus efficaces au niveau structurel. C'est-à-dire que c'est pas chacun à son niveau. Si on trie nos déchets, si on prend notre vélo, si on fait tel ou tel petit geste, ça va pas changer les choses. D'autant qu'en fait, tout nous pousse à avoir des comportements qui ne sont pas écologiques. Donc c'est très très difficile effectivement de se sortir des réseaux sociaux, de toutes ces injonctions qu'on a au quotidien. Donc ça, effectivement, ouais. C'est pas à ce niveau-là. En revanche, prendre plus conscience qu'effectivement il y a des normes sous-jacentes qui ne sont pas encore assez visibles, que finalement en fait chacun ça se voit pas sur les réseaux sociaux, ça se voit pas dans les médias, mais quelque part en fait on a beaucoup de points communs dans la manière dont on se rapporte à l'environnement. On a un attachement au territoire, on a un attachement effectivement à un environnement plus présent. Tout ça en fait, je pense que ça existe. C'est pas assez visible et que plus ces normes et ces attitudes individuelles seront visibles, plus elles auront un impact sur les décideurs politiques, sur les changements plus structurels qui eux peuvent avoir un impact. Mais ouais. Une remarque pour répondre. Alors. Merci, entièrement d'accord, entièrement d'accord. Et pour aller dans le sens que vous décrivez. Oui, mais ça pourrait être pire. Le pire n'est jamais certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que ça m'a donné, en fait, par exemple, là, c'est vraiment l'expérience personnelle, mais en faisant cette étude, je me suis rendu compte qu'il se passait en fait énormément de choses de positives. Et ça fait déjà du bien. Alors certes, 559, en fait, c'est sur plusieurs milliers. Hein. Par rapport au bain dans lequel on est plongé, évidemment, ça paraît peu. Mais ce peu, il existe. Il résiste à travers le temps, ça c'est intéressant. Et puis, on n'est pas 10 aujourd'hui. Donc, je pense que malgré tout, et puis maintenant, le climat, on en parlait tout à l'heure aussi, devient un sujet dans les journaux télévisés, dans les journaux. Alors c'est pas le sujet, c'est sans doute trop peu, mais par rapport à 10 ou 15 ans, c'est énorme la progression qui a été faite. Donc la visibilité de ces questions-là, elle est quand même là. Il y a tout un ensemble, vous êtes du Shift, donc Jean-Marc Jancovici par exemple fait partie de tout un ensemble de personnalités qui ont porté sur le devant de la scène ces questions climatiques. Et sur les réseaux sociaux, parce que j'ai travaillé là-dessus justement sur les discours de fragmentation, on voit que en fait, en final, il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui tentent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ailleurs, d'aller en fait porter cette parole-là. Donc, alors on se bat avec les outils qu'on a. Effectivement, il y a une question de minorisation par rapport à un récit dominant, hégémonique, mais il n'est pas totalitaire ce récit. Il n'est pas tout seul malgré tout. Donc maintenant, c'est comment effectivement pousser plus loin. Effectivement, c'est le petit pousset hein, pour l'instant, clairement. Mais j'ai envie de garder de l'espoir parce qu'il se passe des choses positives en fait, malgré tout. C'est trop lent, on n'est pas assez nombreux. Mais bon, on se bagarre. Petite précision, si ça vous intéresse, pour le suivi du traitement médiatique de l'écologie, il y a une plateforme qui a été lancée il y a 1 an et demi qui s'appelle l'Observatoire Média Écologie, qui vous permet de suivre par type de médias, télé, radio ou presse écrite depuis février. Comment ça progresse? Je vous donne la parole.
Merci. Cécile Charasson. Alors pour faire court, je suis consultante sur les sujets de la transition. Du coup, je suis aussi enseignante ici sur le campus sur ces sujets-là et je travaille aussi avec le shift et bénévole chez les shifters. Et du coup, moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'avaient présenté Tiffany et Anaïs et que vous me disiez du coup, enfin, ça m'a fait penser à des choses que j'ai essayé de pratiquer. Alors pour le coup, plus sur le terrain. Par exemple, sur les informations, renforcer le caractère intuitif des informations vraies. Je sais que moi, maintenant, quand je présente des projections climatiques, par exemple, sur les températures, juste en suivant, je montre de l'historique, en fait. Je montre l'été 2022, localement, avec bien écrit que c'est bien dans cette ville-là, histoire de ramener les gens, en fait, à leur réalité. Donc, je voulais savoir, voilà, ce que vous en pensiez. Et puis, la semaine dernière, j'ai pu travailler avec des gens qui étaient plutôt clivés, vu que c'était des élus dans un comité d'entreprise. Donc, 4 syndicats qui, traditionnellement, plutôt s'opposent. Et en fait, je les ai pris un peu en effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, ils devaient choisir des idées. Ensuite, ils devaient un peu les défendre. Et après, ils devaient se mettre par deux. Mais finalement, ils se sont retrouvés, enfin, la construction de l'atelier faisait qu'ils se retrouvaient avec des gens qui n'étaient pas de leur syndicat. Et je pense que ça a participé à une toute petite échelle en termes de nombre, parce qu'ils étaient 13. Par contre, ça a participé au fait que chacun s'approprie des idées en sortant du clivage, on va dire politique, même si c'est syndical, mais il y a quand même, voilà. Donc voilà, donc c'était avoir, du coup, est-ce que vous avez travaillé sur ces aspects-là? Ouais, sur la question du raisonnement, en fait, faut garder en tête qu'on est très très fort pour raisonner en groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un objectif commun de résolution d'un problème, que ce soit dans une salle de classe ou dans un groupe pour trouver des solutions à un problème, on est très fort pour ça. En fait, on est très très fort pour trouver des failles dans le raisonnement des autres. Et donc, quand on est en groupe, en fait, finalement, on se trouve des failles mutuellement, pas parce qu'on est, on a une intention d'aller dégommer les autres, mais parce que en fait, on raisonne comme ça, on a des capacités de raisonnement qui nous permettent d'être, du coup, très très performants quand on est en groupe. Et voilà. Donc, par ailleurs, effectivement, là, dans la configuration que vous avez proposée, il n'y avait pas de motivation à défendre des intérêts partisans. Donc en fait, ils étaient vraiment l'objet de l'atelier, c'était vraiment de trouver des objectifs en commun. Et dans ces configurations-là, oui, c'est beaucoup plus efficace. Donc oui, complètement, ça va, c'est complètement aligné avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et sur la première question, c'était le premier aspect. Oui, exactement. Et effectivement. Et ce que vous avez dit, effectivement, de donner des informations concrètes. Concrètement, qu'est-ce que ça va signifier pour vous, 50 degrés dans votre ville, et de montrer effectivement que dans 5 ans, ce qui est déjà arrivé, de plus en fait, ça va s'imposer, ça va représenter quelque chose auquel les personnes pourront se rattacher très très concrètement, plus ça va avoir un effet sur plus ça va être impossible de nier quelque chose. Et en fait, par exemple, si par exemple vous dites, je crois que la Terre est plate, dans ce contexte-là où on a un ensemble de gens pour qui c'est vraiment une opinion complètement farfelue, ça va avoir un impact sur votre réputation. Jamais vous allez défendre quelque chose d'aussi peu intuitif que ça. Et en revanche, si vous êtes dans une assemblée de platistes, en fait, les motivations sociales d'affiliation à tous les gens qui sont autour de vous vont prendre le dessus et ça va. Voilà. Mais par contre, c'est ce que je disais sur le renforcer le caractère intuitif. Si on parle de choses qui sont pas du tout niables ou que ce serait très très farfelu de les nier, tous les gens qui vont déployer un discours climato-sceptique vont être de moins en moins crédibles. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est un peu trouver tous les moyens de renforcer le caractère intuitif des informations pour donner moins de prise au discours dénialiste. Alors je crois que j'ai un petit rebond rapide, mais peut-être qu'Anaïs, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, non. C'est bon? Alors, rapidou.
Merci. Nesrine Cheata, donc moi j'étais pendant 20 ans à l'NCJ de ici en tant que maître de conférence. En fait, je voulais rebondir sur les projections climatiques futures, que ça intéresse pas, que ça touche pas forcément le grand public, etc. Je pense qu'il y a différentes échelles de communication et les projections restent indispensables d'un point de vue scientifique, stratégique parce que l'adaptation, il faut quand même qu'on reste dans l'anticipation, donc ça permet d'anticiper les actions. Mais après, en termes d'action, effectivement, il faut être plus dans l'ancrage territorial et dans les faits. Et je rebondis aussi sur la question tout à l'heure du conseil régional par rapport au mode de production des récits. Je pense que c'est important justement de montrer des faits réels, des bonnes pratiques, des success stories qui vont impacter beaucoup plus avec un ancrage territorial. Voilà, donc je voulais juste rebondir là-dessus. Merci. En termes d'expérience, il y a Christian Clot qui propose un bus à 50 degrés. Je crois qu'il l'a amené à l'Assemblée nationale. Christophe Cassou. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre intervention. Vous dites que l'écologie est devenue un enjeu clivant et on le voit bien. Mais je vais être un petit peu provocateur, un petit peu disruptif. En fait, les causes du changement climatique ont une dimension sociale et une dimension politique au sens faire société. On n'a pas tous les mêmes capacités d'agir, on n'a pas tous les mêmes niveaux de responsabilité. Les leviers d'action ont une dimension sociale. Donc, comment est-ce que ça pourrait être autrement que ce sujet-là soit clivant? Et dans ce cadre-là, comment les acteurs que nous sommes aujourd'hui, alors la communauté scientifique et puis aussi les acteurs qui sont de Climatera, qui sont aussi dans cette salle, qui dans l'histoire, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a fui cette polarisation. Et donc, comment prendre acte de cette polarisation, de ce clivage qui est de toute façon là? Comment assumer les valeurs que l'on porte dans cet espace polarisé? Et puis, alors là, ça va être encore un petit peu plus provocateur, c'est est-ce que ce détachement, parce que pour moi, ce dont on parle aussi est très détaché, peut-être par les récits. Est-ce que cette neutralité qui est un peu illusoire aussi, qui nous habite, est-ce qu'elle ne nous affaiblit pas? Est-ce qu'elle ne nous rend pas inaudibles? Et est-ce qu'elle ne nous expose pas à des procès en hypocrisie aussi? Bonne question. Non, mais c'est une vraie question. Enfin, il y a un clivage qui est très idéologique et qui crée une polarisation politique, clairement. Mais au-delà de ça, il y a des moyens. Enfin, effectivement, il y a une tendance à essayer de trouver du consensus tout le temps, à essayer d'être de neutraliser ces clivages et cette polarisation, alors que ça fait partie du débat démocratique et du partage des idées, etc. Et donc, je pense que c'est peut-être aura plus d'éléments à dire. C'est plus dans les méthodes, justement, de discussion, de délibération, qu'il faut arriver à accepter, à prendre en compte les conflits et les divergences d'opinion pour avancer ensemble. Mais oui, je rejoins complètement sur le constat et l'enjeu qu'il y a derrière. Merci beaucoup, la question est très intéressante. En fait, il y a des débats sur le fond qu'il faut avoir et il y a des clivages sur les valeurs, sur le fond, ça c'est sûr. Il y a des intérêts qui s'opposent, point barre, c'est tout. En revanche, par-dessus ces clivages qui s'opposent, qui sont réels et qu'il faut discuter et qui existent, il y a tout un tas de clivages qui n'ont rien à voir avec la question. Et c'est ça qu'il faut évacuer. Et pour qu'on arrive plus vite à une discussion vraiment sur le fond du débat, sur quel choix on veut faire en tant que société. Et pour aller taper dans ce niveau de débat vraiment profond, il faut évacuer toutes les associations sociales, toutes les associations politiques, toutes les associations partisanes de l'écologie qui polluent, qui pour le coup, qui parasitent ce débat-là. Et alors, pour prendre un point de vue de médiatrice, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, on écoute les gens. En fait, c'est vraiment c'est typiquement une configuration qu'on rencontre en médiation, où finalement, quand il y a des clivages des gens qui, par exemple, dans des familles ou dans des médiations d'entreprise, des gens ont des réels intérêts qui s'opposent, des intérêts qui sont financiers, des intérêts qui sont familiaux, très très forts, et qu'il ne faut pas nier. On peut pas dire non, mais en fait, vous êtes d'accord et puis il y a pas de problème, c'est juste faites-vous des bisous et puis ça ira mieux. Il y a vraiment des intérêts vraiment très très forts. Et donc, à partir du moment où on prend le temps d'écouter chacun, que chacun finalement, et je parle d'individus, mais aussi on peut parler de groupes sociaux,
à partir du moment où chacun va se sentir plus entendu dans ses enjeux, dans ses valeurs, dans ce qui est important pour soi, peut arriver la question de « Ok, maintenant on fait quoi ?» Mais cette question de « maintenant on fait quoi ?» et de faire en sorte que chacun sincèrement s'attaque à cette question du « maintenant on fait quoi ?» on ne peut pas le faire avant que chacun soit vraiment en capacité psychologique de le faire en quelque sorte. Et donc c'est ça le sens du propos de dépolariser. Il s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas de clivage sur le fond. Il s'agit plutôt de dire que de se poser la question de comment on fait pour vraiment se poser la question à ce niveau-là du problème. Là-dessus, merci Christophe, parce que en fait, la difficulté, c'est que, quand je disais tout à l'heure, comme je l'évoquais, et il y a eu des travaux là-dessus qui l'ont montré maintenant, on a réussi à faire croire ou comprendre que quand on était écolo, c'était pas bien. Dans le discours dominant, en tout cas, il y a eu certains discours dominants qui ont circulé là-dessus. Je parlais de la bascule de Sainte-Soline qui a été notamment très, très médiatiquement impactante là-dessus. Et puis, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'a pas, dans cette idée de diffuser ces pratiques, ces idées, on se bat contre des intérêts financiers en réalité, et en face, finalement, on va dire que il y a peu de personnes climato-sceptiques. Par contre, leur pouvoir financier est excessivement important pour pouvoir mettre en place des machines médiatiques sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos en continu, dans la presse écrite, etc. Et de tenir leur position et leur forteresse en étendant un maximum leur zone d'influence. Et en fait, la difficulté, elle est aussi là, c'est-à-dire qu'elle est bâtie sur des réalités et des équilibres fondamentalement financiers et économiques. Une fois qu'on a dit ça, encore une fois, comme moi je reste espérant et positif. Encore une fois, la preuve, on est là, donc c'est que il se passe quand même quelque chose d'intéressant et de positif. Mais on peut pas lâcher et on peut pas, effectivement, je suis d'accord, faire comme si tout ça n'existait pas. Ça existe et ça structure fondamentalement, en France en tout cas. Encore une fois, ça dépend vraiment des pays. Mais en France en tout cas, ça structure fondamentalement le débat public. En plus de cela, et ça, j'aime aussi à le rappeler. Notamment sur les travaux sur le militantisme, enfin la mise au banc du militantisme écologique et la circulation de ces idées-là contre l'écologie, ou en tout cas contre l'adaptation au changement climatique ou aux solutions, c'est que encore une fois, cette parole-là, elle est située politiquement, socialement. C'est une parole conservatrice qui, sur d'autres sujets, en fait, fait aussi feu de tout bois. Et donc, il faut bien comprendre que en face, on n'a pas des climato-sceptiques. On a un projet de société qui, certes, attaque la question du climat, mais attaque d'autres sujets aussi, sur le racisme, sur le sexisme. Enfin, donc c'est un projet complet. Et parfois, je pense que c'est un peu l'erreur aussi peut-être qu'on a pu faire dans les personnes qui sont convaincues qu'il faille faire quelque chose, c'est qu'en face, on n'a pas des climato-sceptiques. On a un projet de société complet en réalité, dont le climat fait partie, mais ce n'est pas leur seul sujet. Et donc ça, c'est non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut juste garder en tête, parce que ce que je veux dire par là, c'est que la question des alliances justement et de la bascule à opérer, elle est importante. Elle va forcément passer par, peut-être à mon avis, des logiques effectivement de prise de position, parce qu'on est dans un débat démocratique où on a le droit d'exercer un dissensus de manière apaisée. En tout cas, j'aime à le croire. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question des interfaces qu'on peut créer, c'est-à-dire la rencontre de l'autre, le partage d'expériences. C'est aussi, au-delà de tout ça, comment est-ce que je peux parler avec des gens effectivement, comment est-ce qu'on peut expérimenter ensemble des choses, cette élégance-là, cette petite finesse-là. Il y a un bouquin alors il n'a pas été traduit en français, il date un peu maintenant, d'Anna Louise Keating, une philosophe américaine, qui s'appelait Transformation Now, qui s'appelle toujours, et elle explique que quand il y a des transformations, c'est justement par les interstices, par les seuils, par les interfaces que ça se passe, par ces petites choses qui font que d'un seul coup, poum, on peut basculer au-delà de toutes ces questions qu'on pose, quoi. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour 2 questions. Voilà, donc Mounia, et après, voilà, je suis désolée, Flan. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, vraiment bravo pour la qualité des échanges et des présentations que vous avez faites. Je ne sais pas si les slides vont pouvoir être mises en ligne pour tout le monde. Voilà, vraiment, grand merci. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment de grande qualité. Donc, je suis Mounia Mostefaoui. Je suis co-autrice d'un livre avec Hervé Le Treut, qui est un enfant du pays, qui s'appelle Énergétique du système climatique. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christophe Cassou. Je me permettrai aussi d'être un peu provocatrice, puisque je crois qu'il y a une grande liberté de ton.
Donc, je trouve qu'effectivement, c'est très très intéressant tout ce qui a pu être dit sur les discours, la perception, voilà, et les aspects, j'ai envie de vous dire soft power, enfin soft science non dure, quoi. Mais quand même, donc sur l'aspect provocateur. Par exemple, sur un des chiffres, madame, que vous nous avez donné, 22% des gens jugent que les scientifiques exagèrent les effets du changement climatique, ou encore, est-ce que les gens croient que c'est vrai? La question est à peu près posée comme ça. J'ai envie d'être provocatrice. Est-ce qu'on peut encore poser la question en ces termes, alors que donc les climatologues ont eu un prix Nobel de physique en 2021? Alors que il y a des données solides. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas des gens dans la rue qui se promènent en disant bon ben moi le théorème de Thalès, je n'y crois pas. D'ailleurs, on me demande si j'y crois ou pas. Allez, j'y crois pas. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, c'est un peu provocateur peut-être de dire ça, surtout dans une belle démocratie comme la nôtre, mais est-ce que sur ces choses-là, il faut être démocrate? Est-ce que oui, bien sûr, faut plus de récits, certainement, évidemment. Enfin, je partage tout à fait ce qui a été dit sur les solutions, mais sur le constat, je pense que on devrait plus en être à demander aux gens s'ils croient ou pas. À la limite, il faudrait même limite pénaliser et dire, écoutez, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec la science, bon bah démontrez le contraire, prenez un papier, un stylo, écrivez voilà les équations qui vont bien, et puis sinon bah vous paierez une amende, comme quand vous dites que je ne sais pas des faits historiques n'ont pas existé, bon bah vous êtes hors la loi. Donc, enfin je sais pas, on fait quelque chose quand même pour un peu inciter les gens à arrêter de dire que là je peux croire tout et n'importe quoi. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas obligé de mettre un peu des limites, parce que là c'est quand même un problème de santé publique. C'est un problème civilisationnel, c'est-à-dire que si on laisse des gens croire tout et n'importe quoi, on risque vraiment aussi de mettre l'humanité en danger. Voilà, merci. Qui veut répondre à la Je réponds. Alors, c'est une enquête barométrique d'opinion. On essaye de capter justement l'opinion des Français sur le sujet. C'est pas du tout une enquête de sensibilisation ou de quoi que ce soit. Donc déjà, l'objectif n'est pas là. Après, effectivement, dans la manière de poser les questions, ça amène les gens à réfléchir et à pouvoir être dans une posture de réflexivité aussi pour certains. Pour d'autres, peut-être, ça leur ouvre des portes. Dans ce baromètre qui a démarré en 2000, où les questions commençaient tout juste à se poser, en fait, il a quand même un peu évolué. Il y a des questions qui ont changé. Par exemple, sur cette question que vous pointez là, jusqu'à il y a 2 ans, on posait pas la question de est-ce qu'ils sous-estiment. C'était est-ce qu'ils évaluent correctement ou est-ce qu'ils exagèrent. Donc, on a intégré le sous-estime il y a 2 ans et voilà, on arrive à un quart de la population, c'est énorme, qui pense ça. Donc, il y a quand même des choses qui montrent, enfin, on fait l'état de ce que pensent les gens sur l'opinion. Et on est bien obligé de faire état qu'il y a une part de la population qui se montre climato-sceptique et qui nie le climato-scepticisme, même si effectivement ils ont tort. Mais là, on fait état de ce qu'ils pensent et ça nous permet justement d'éclairer des choses et de penser ensuite les actions possibles pour essayer de remédier à ça. Mais l'objet du baromètre, c'est pas du tout d'aller sensibiliser ou d'orienter les décisions. C'est vraiment de capter les choses à un moment donné. Je rebondis parce que en fait, ce qui m'intéresse beaucoup plus là-dedans, moi, c'est pourquoi est-ce que les gens croient n'importe quoi. En tant que chercheur, en tout cas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un fait social. Un baromètre montre que ben voilà, on prend une température, on voit ce qui ressort. On peut ne pas être d'accord avec la température, enfin, elle ressort quand même. En fait, c'est que je trouve que ça rejoint beaucoup de questions sur justement la manière dont est présentée en ce moment la parole. On parle beaucoup des réseaux sociaux qui ont fait beaucoup de mal, etc. À la parole scientifique, démocratique, etc. En fait, le début de ça, du problème, il vient des chaînes d'infos en continu et la logique de plateau. Quand vous invitez, alors Christophe le sait très bien par exemple, quand vous invitez un ou une scientifique et qu'en face vous avez 3 éditorialistes, une tautologue, des gens qui donnent leur avis et on vous montre dans le dispositif que finalement la science c'est un avis parmi X autres. Donc on peut avoir tendance à se dire que finalement lui il dit ça, monsieur scientifique, mais elle ça me plaît plus ce qu'elle dit. Et le problème c'est que on a mis en place des dispositifs pour favoriser les croyances. Quand je dis ça, je suis pas en train de justifier le fait qu'effectivement, mais je pense que on a un vrai défi là, un défi d'autant plus aigu que certains scientifiques eux-mêmes
que je vais pas citer, mais enfin on en a un qui vient de perdre son doctorat, donc qui est très connu, profitent aussi de leur position pour faire autre chose que de la science. Et c'est à nous scientifiques, Christophe le sait aussi bien que moi, et ben, tout le monde ici, ceux qui sont scientifiques, savent d'être responsables démocratiquement pour porter une parole continuellement qui essaie d'être régulière et qui essaie aussi d'être intransigeante par rapport à ces questions. Et c'est pas évident dans un dispositif général qui noie cette parole-là et qui la rend équivalente à plein d'autres. Et je pense que ça n'aide pas non plus. C'est la mesure et le système. Ouais. Est-ce qu'il faut encore poser la question? C'était la question, en fait. Ouais. Ouais, juste. Ouais. Ce que je vous propose, c'est d'en parler au moment du déjeuner, peut-être plus en direct, parce que j'ai deux questions encore. Une qui a été posée en ligne sur la question du traitement de la santé dans l'étude, notamment d'Alban Wagner avec l'ADEME. Et je vais passer la parole ensuite à Florent. Alors moi ça va être très très bref pour la santé. Il y a rien eu en tout cas sur la santé qui est ressorti sur cette initiative-là. Je sais que c'est un sujet chaud en ce moment, un vecteur d'espoir, potentiellement de récits et de pratiques. Là, jusqu'en 2020 en tout cas, mais justement, il faudrait voir après le Covid maintenant. Sans doute que c'est devenu un sujet beaucoup plus prégnant, mais avant Covid, c'est pas un sujet particulièrement important. Bonjour à tous, Florent Levavasseur, directeur du pôle climat et territoire de Utopie, un think tank qui est l'agence pionnière sur les enjeux de durabilité. Ma question, elle est plutôt pour Tiffany, je pense, sur un petit pas de côté sur la prospective et l'IA. On n'a pas trop entendu parler ce matin de l'impact de l'IA, des algorithmes sur notre manière de penser ou de façonner les discours dans quelques années. Surtout quand on voit que la moitié des jeunes est presque climato-sceptique, ça fait peur, parce que c'est aussi les plus gros utilisateurs de l'IA. Donc je voulais plutôt vous entendre sur le champ des disciplines ou des études sur ces sujets. Merci. Alors, je sais pas si ça va répondre à votre question, mais ça a un peu à voir avec la question de comment on traite les informations qui viennent de l'IA, ou en tout cas comment l'IA impacte nos représentations sur ces sujets scientifiques. C'est ça, à peu près. En fait, effectivement, le problème de l'IA, un des problèmes de l'IA, c'est que c'est très très facile de générer une très 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 grande quantité d'informations facile. Donc c'est très très facile de générer des fausses informations. Mais c'est très très facile aussi de générer des vraies informations. C'est-à-dire qu'en fait, les médias qui ont à cœur de transmettre une information juste sur ces sujets-là, ils peuvent aussi utiliser l'IA pour être plus convaincants, donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut utiliser ça pour diffuser des choses fausses, mais aussi pour diffuser des choses vraies. La deuxième chose, c'est que depuis toujours, en fait, on a des capacités de vigilance épistémique, on est capable d'évaluer les informations, et ça va pas changer. Et en fait, c'est-à-dire que le goulot d'étranglement, là où ça va changer, c'est plus la capacité d'attention des gens. C'est pas tellement la quantité d'informations qui se promènent sur Internet et qui sont fausses. C'est ce que les gens vont être capables de traiter individuellement. Et en fait, finalement, ça change pas tellement. Je dirais que effectivement, ça peut avoir un impact sur plus généralement sur peut-être la qualité, je sais pas, enfin le temps passé sur des gens à lire, à s'informer, à utiliser d'autres médias pour s'informer que ça. Mais par contre, je dirais que sur vraiment les croyances, que si les gens ils ont vraiment envie, si les individus ont vraiment envie de s'informer, de trouver des informations vraies, ils savent où les trouver, et en fait on a fait une étude, en fait j'ai travaillé un peu sur cette question-là pendant 3 ans, sur la question, pas sur la science mais en général sur l'impact des IA sur la question de la démocratie. Et en fait on voit que il y a un enjeu très très important, c'est-à-dire que quand les gens ont des décisions vraiment très importantes à prendre, par exemple quand ils doivent l'utiliser pour un cours, quand ils sont profs, quand il y a des décisions médicales qui doivent être en fait ils utilisent à bon escient l'IA, et ils vont aller chercher ils vont beaucoup plus faire confiance à une source experte, un humain experte qu'une IA. Après il y a des IA qui sont faites expressément pour des usages professionnels, donc ça c'est encore autre chose, mais en tout cas le danger il n'est pas tellement dans la capacité de l'IA à produire des fausses informations. Merci pour cette réponse. On arrive au bout de ces échanges. Merci à toutes et tous.